Et on poursuit cette émission toujours en compagnie de Frédéric Arnoux, CEO et cofondateur de Steam. Et nous ont rejoint Patrick Camiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, fondateur et CEO de 321 Funded, start-up studio destiné à aider les grandes entreprises à lancer de nouveaux relais de croissance. Et Anafi Sherif, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur e-commerce du groupe Manutan. Anafi Manutan a une culture très digitale, je crois. Est-ce que c'est plus facile d'innover, selon vous, quand on a cette culture du digital ? Je pense que le contexte du digital, il nous amène forcément à se renouveler en permanence. Je commence à avoir une petite comptine tous les 3 mois lorsqu'on fait le point sur l'activité, à dire on a dû se réinventer encore une fois. Donc il n'y a plus grand-chose de nouveau dans la réinvention permanente, mais que ce soit réglementairement, technologiquement parlant, on doit être en capacité de comprendre ce qui nous arrive et de réagir très rapidement. Et sans parler des attentes de nos clients qui peuvent aussi nous pousser à nous renouveler constamment. Donc, oui. Patrick, il n'y a pas d'innovation sans brique digitale aujourd'hui ? La brique digitale permet d'avoir des changements d'échelle assez nets, permet aussi de mettre une distance par rapport à d'autres. Donc nous, c'est vrai que dans tous les projets qu'on étudie ou qu'on lance, le digital est au cœur de l'innovation. Justement, quelle est votre méthodologie pour accompagner les grands groupes qui viennent vous voir ? Alors, le mindset qu'on a, c'est que dès le début, on se positionne comme des cofondateurs de quelque chose. Donc on n'est pas vraiment dans de l'accompagnement au changement. On est plutôt on se dit, est-ce qu'ensemble, on est capable de monter une nouvelle boîte ensemble dans tel domaine ? Donc les 2 premiers mois en termes de méthodologie, c'est d'analyser 2-3 sujets dans le périmètre du grand groupe et de le décortiquer comme le ferait un fonds dans le cas de due diligence, la période d'analyse. D'accord. Et on va répondre à 2 questions dans cette période-là. 1, est-ce qu'il y a une opportunité de marché ? Et 2, c'est la question qu'on oublie toujours, est-ce qu'on sait prendre le marché ? Il ne s'agit pas juste de dire j'ai une bonne idée, le marché fait 3 milliards, on va prendre 2% de part de marché et ça va bien se passer. On sait très bien que la difficulté après, c'est l'exécution. Donc est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a les clés de prendre ce marché ? Frédéric, même question. Chez Steam, comment ça se passe ? Quelle est votre méthodologie ? Nous, en fait, on va avoir 3 briques, dont une qui rejoint un petit peu la conversation de tout à l'heure. C'est d'abord beaucoup travailler avec les décideurs, les COMEX sur les grands groupes avec lesquels on travaille, sur l'intention et même plus précisément ce qu'ils ont envie de faire. Et ce mot est très important. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Parce qu'après, toute la machine va se mettre en route par rapport à cette envie. Et donc, en fait, on les fait sortir un peu de ce monde rationnel qui est de se dire, en fait, on va juste améliorer, etc. C'est vraiment, on part dans un monde un peu plus émotionnel. Comment on a envie de changer notre industrie ? Qu'est-ce qu'elle a envie d'être demain ? Donc ça, c'est première brique. Et ensuite, on a 2 briques. Une qui est plutôt de réinvention. Donc, nous, notre spécialité, c'est de faire la rupture. Donc, par exemple, ça peut être... récemment, on a... réinventer une bouteille de verre, avec Veralia. Donc, quelle est la bouteille de verre de demain ? Et puis après, quand l'entreprise en a besoin, on peut l'aider à la lancer. Si justement, elle ne sait pas par quel canal la mettre sur le marché ou que c'est trop compliqué parce que trop nouveau pour elle. Anafi, sur cette question de l'intention, vous partagez l'analyse de Frédéric, c'est-à-dire qu'il faut que ça parte de tout en haut pour que ça fonctionne ? Forcément, à partir du moment où on est dans une volonté d'innover, on est mécaniquement en mouvement avec nos équipes et on pose les bonnes questions à nos équipes. On les met dans une démarche de... un décideur qui a vraiment envie de transformer son entreprise, c'est un décideur qui va poser des questions, je pense. Pourquoi est-ce qu'on fait de cette manière-là ? Pourquoi est-ce qu'on produit ce produit de cette manière-là ? Et c'est en posant ces bonnes questions, je pense qu'on commence la démarche d'innovation, quoi qu'il arrive. Le pire ennemi, je pense, de l'innovation, c'est quand même le statu quo. Et le statu quo, c'est la complaisance avec, de toute façon, l'existant et donc la non-volonté d'innover. Donc oui, tout à fait. Et sur la méthodo, comment ça se passe chez vous ? Est-ce que vous vous appuyez sur d'autres groupes ? Est-ce que vous allez, faire de l'acquisition de start-up pour vous aider ? Quel est Les 2. On n'hésite pas à aller directement dans le marché, aller chercher des startups avec l'acquisition assez récente de ZAC sur l'économie circulaire, une startup dédiée donc à la réutilisation du mobilier de bureau, qu'on est en train d'étendre en ce moment même. Et puis, on n'hésite pas à se faire accompagner par des groupes d'ampleur, des partenaires, parfois historiques. Récemment, on a eu un grand programme d'accélération digitale avec Google, qui est une petite boîte tech. Inconnue. Pas du tout, mais qui a du potentiel. Et on a eu cette chance de travailler avec eux pendant 6 mois sur un programme d'accélération digitale. Alors, pas du tout exploratoire, vraiment très concret, avec cette injonction à délivrer des projets concrets. On en a fait 5. 3 autour de l'expérience client, 2 autour de la transformation de la data. Donc 2 sujets capitaux pour nous. Et sur l'expérience client, on a par exemple
refondu notre expérience de shopping pour nos utilisateurs sur le web. On a amélioré la vitesse de chargement de nos sites internet. On sait que dans l'e-commerce, c'est critique. Ouais. Et puis, on a refondu totalement le parcours de connexion à son compte client sur Manutan pour répondre aussi aux enjeux réglementaires et de visibilité qu'on pourrait avoir là-dessus. Et puis, sur le côté data, c'était vraiment des projets qui nous ont permis de mieux collecter, analyser, exploiter la data. D'une part, un tableau de bord de suivi de nos dépenses publicitaires. Je pense que c'est important de bien comprendre en temps réel qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, surtout quand on est distributeur comme Manutan. Et puis, un deuxième projet un peu plus ambitieux de réconciliation entre le online et le offline. On est l'une de ces boîtes multicanales qui rêverait de comprendre le lien entre le coup de fil et la commande en ligne. Et donc, on a délivré un modèle de réconciliation dont on est très content. Donc oui. Patrick, quand les dirigeants viennent vous voir, avec quel type de problématique ils s'adressent à vous, finalement, aujourd'hui? Alors, deux niveaux de réponse. Je rebondis juste sur l'envie. Ouais. Évidemment, l'envie est en phase avec toi, mais il y a également de clarifier en amont les objectifs. Parce que faire l'innovation pour l'innovation, soit on est là pour faire évoluer son core business, tu as évoqué quelques cas, donc c'est plein d'évolutions, une culture différente et une façon d'opérer différente. Soit on est là parce qu'on veut conquérir des nouveaux marchés et avoir des vrais relais de croissance, pas forcément liés directement au core business, mais un peu adjacents. Soit on a un objectif d'innovation pour faire du taux de rentabilité, on veut lancer un nouveau truc pour le valoriser à terme et le vendre ou le céder, donc une logique très financière. Donc en fonction déjà de l'objectif qu'on se fixe, ça va donner une façon d'aborder le sujet différemment. Nous, en général, les entreprises qui sont plutôt des boîtes type 440 et lesquelles on discute, viennent nous voir en disant soit logique défensive, sur tel segment de marché, on est attaqué par telle start-up. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit que ça vaut le coup de réagir, donc assez défensif, ou opportuniste. On a mis le doigt sur quelque chose en interne, des entrepreneurs, où il y a une initiative en interne qui est née. On pense qu'elle a plus de potentiel, mais on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc là, est-ce qu'on va jusqu'à spin-offer une activité? Ou le troisième cas qu'on a eu récemment, ça a été public, mais la BNP Paribas qui avait regardé un dossier d'acquisition, ça n'a pas abouti pour différentes raisons. Et ils se sont dit, du coup, cette brique nous intéresse quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, ils ont vu, soit on le fait en interne, soit on le fait appel à des cabinets de conseil ou des ESN, soit on le fait ensemble. Et on a lancé une boîte qui s'appelle 1.6, qui est un nouvel établissement de paiement qu'on est en train de développer, qui est aujourd'hui opérationnel. Sur cette question de la stratégie défensive, c'est des cas auxquels vous êtes confrontés aussi, Frédéric? Oui, en fait, c'est vrai que sur les grands... Mon point de vue, c'est que les grands groupes bougent souvent en défensif. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des décideurs sur ces grands groupes-là qu'on vient interroger, par exemple les conseils d'administration, par rapport à des choses qui se passent justement dans leur environnement. Il s'est passé telle chose sur le métaverse la veille. On leur dit, qu'est-ce que vous faites sur le métaverse? Il y a toute l'entreprise. Voilà. Et là, en ce moment, c'est l'IA. Ouais, on demande à tout le monde qu'est-ce qui se passe. Et donc, du coup, effectivement, l'appel téléphonique chez nous, il vient souvent d'une petite peur, d'un besoin de défense par rapport à ce qui se passe. Le deuxième point est aussi plutôt une prise de conscience que la boîte, en fait, finalement, n'est pas assez innovante, elle ne va pas assez loin. Et donc, nous, notamment sur les enjeux de transition environnementale, parce que c'est beaucoup ça qu'on attaque. Et dans ces cas-là, c'est là qu'en fait, justement, on vient retravailler avec eux la clarification de cette envie, de ces objectifs, etc., pour être extrêmement précis sur, OK, mais il ne suffit pas d'innover pour innover. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Où vous voulez aller, etc. Mais effectivement, sur les grands groupes, je dis ça aussi pour rassurer, c'est normal de ne pas avoir ces niveaux d'excitation, finalement, au niveau des COMEX, à date, on va dire, que ce qu'on voit plus, par exemple, dans les entreprises de Musk, etc. Mais par contre, ça se travaille et ça peut se créer. Mais la prise de conscience qu'on ne l'a pas et qu'en fait, on peut se mettre en mouvement de manière plus importante, ça, c'est intéressant de l'avoir. Voilà. Il y a la stratégie défensive et puis il y a aussi peut-être la réaction à certaines réglementations, parfois qui peuvent aussi nous contraindre à innover. Est-ce que c'est le cas, par exemple, chez Manutan? Tout à fait. La réglementation, par essence, elle impose des normes dans un marché ou dans une activité donnée, et donc elle nous fait sortir des sentiers battus. Et à partir de ce moment-là, on rompt avec le statu quo et donc on doit innover. Donc c'est un formidable moteur parce que finalement, entre guillemets, on n'a pas le choix. Et donc même managérialement parlant, je dois dire que c'est assez confortable parce qu'on dit il faut qu'on réagisse. Et puis elle s'accompagne souvent de délais.
de délais à partir desquels elle entre en vigueur. Et donc, on a cette espèce d'épée de Damoclès qui peut être pris comme une contrainte au début, mais qui, en fait, d'un point de vue d'entreprise, est une formidable opportunité pour mettre en mouvement tout le monde. On a cette injonction au résultat à telle date, on doit avoir trouvé une solution, probablement innovante puisque différente. Et donc, on va pouvoir privilégier des approches très pragmatiques, très orientées résultats et donc concrets, livrables. Et donc, on aboutit très souvent à des situations auxquelles on n'aurait pas du tout pensé tout au départ, qui étaient parfois même inimaginables. Je vais vous donner un exemple. Donc, sur l'e-commerce, on a eu évidemment le règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur, qui a beaucoup bousculé tout l'univers du marketing digital. Et donc, on a dû réinventer totalement la manière dont on pilote notre activité sur le web. Quand il vous manque 20, 30, 40% des données sur lesquelles vous vous basiez, vous suiviez à la demande près, vous étiez dans ce monde de l'exactitude absolue, et puis vous devez vous réinventer pour passer dans l'analyse de tendance, dans l'échantillonnage. Et ça, c'est toute une entreprise qu'il faut faire bouger sur ces nouveaux modes de pensée, sur ces nouveaux KPI. Et c'est grâce à la réglementation, je pense qu'on est parfois même un peu plus pertinent maintenant qu'on l'était avant. Donc, Patrick, une fois que vous avez co-construit ces nouvelles entreprises finalement pour de nouveaux services, de nouveaux produits innovants, comment on garde cette culture et pas finalement s'asseoir sur ses lauriers, s'endormir sur ses lauriers, sur ce qui vient d'être créé et qu'on continue à poursuivre un développement? Alors nous, on a 3 mots-clés très importants. Les boîtes qu'on crée avec des entreprises du CAC 40, c'est quand même dingue. Là, par exemple, on a lancé des boîtes avec BNP Paribas, avec le PMU. BNP est quand même la première banque d'Europe, donc par rapport à notre petite structure. Donc comment on fait en sorte que le mammouth et la souris arrivent à collaborer? Le mot-clé numéro 1, c'est le tempo. À aucun moment, on doit se ralentir et être dicté par le tempo de la large compagnie. Donc nous, on crée des boîtes, on les incorpore, on crée des nouveaux statuts. Il y a une nouvelle boîte qui est créée, qui est indépendante, qui a ses droits et devoirs, son pacte d'associés. C'est des CEO qu'on met à la tête qui sont des serial entrepreneurs, pas des gens des grands groupes qui viennent souvent en numéro 2 ou numéro 3, mais à la tête, ce sont des entrepreneurs. Et donc l'obsession, c'est de coller au tempo du marché et pas au tempo de l'entreprise en question. Donc on les protège en créant cette structure. Deuxième chose, comme on vient chercher des profils extérieurs, on fait en sorte de ne pas rester consanguin. Donc c'est avant tout un ADN entrepreneurial avec quelques personnes du grand groupe, mais c'est dans ce sens-là. Et le troisième point, d'aligner les intérêts à la création, de nouveau par nos accords et le pacte d'associés, où sont actionnaires de l'entreprise qu'on crée, la large compagnie, les entrepreneurs et le studio. Et on est tous alignés sur les intérêts à échéance 3-5 ans pour atteindre des résultats. Donc il n'y a pas de disparité, on a tous les mêmes intérêts à réussir cette entreprise. Si je comprends bien, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric, sur l'intention. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a ceux qui ont envie et pour qui finalement ça va être quand même plus simple. Et puis il y a les autres. Oui. Pour rebondir sur la question de la culture, pour moi, la défense, c'est-à-dire juste être en réaction et en défensif, et c'est pour ça que je rejoins totalement Patrick, ça ne crée pas une culture, puisque à la fin, finalement, si on bouge à partir d'à chaque fois le dernier qu'à parler, on n'arrive pas à créer cette culture derrière dans l'entreprise. Et finalement, petit à petit, ça fait un peu les entreprises qu'on connaît bien, qui ne marchent pas souvent très bien en fait, sur ces sujets-là, que je ne nommerai pas, mais qui font qu'en fait, à force d'avoir juste réagi et être en défensif, en fait, on ne crée pas cette culture. Pour moi, ça, effectivement, ça doit vraiment passer par cette envie de créer... alors, on vient vraiment on vient des mines, on est un peu ingénieur, nous on aime bien la méthode, et on parle de capacité. En fait, c'est quoi mes capacités d'innovation? Voilà. Et donc, en gros, je vais regarder au niveau du COMEX, est-ce qu'il y a les bonnes mécaniques de prise de décision sur des sujets qui sont très nouveaux, très incertains? Est-ce qu'on sait parler de ça au niveau du COMEX? Est-ce qu'on sait parler d'inconnus, d'incertains, etc. Et puis, au niveau des équipes, est-ce qu'on a plutôt des équipes qui savent optimiser ou qui savent créer, inventer et puis exécuter justement avec le bon tempo sur quelque chose de très nouveau? Parce que le tempo, là, je rejoins à 100% Patrick, c'est le nerf de la guerre. Alors nous, avec nos mots, on appelle ça l'hyperfréquence, arriver à apprendre à hyperfréquence. Mais je rejoins à 100% Patrick, c'est le nerf de la guerre. Parce que vu qu'il y a beaucoup d'inconnus et beaucoup d'incertains, il faut vite apprendre
très très vite et avec des fréquences qui sont importantes. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est important de le déployer dans l'entreprise. Est-ce qu'on arrive à agir à hyperfréquence? Est-ce qu'on peut tous avancer au même tempo, Anafi, dans une entreprise? En plus, vous êtes sur plusieurs pays. Et comment on fait marcher tout le monde dans le même sens? Pas nécessairement. C'est pas grave si tout le monde n'avance pas dans le même sens, surtout si certains vont plus vite. Peut-être parce qu'ils sont un peu plus légers, de plus petite taille, vont un peu plus vite que les autres. Aujourd'hui, chez Manutan, on est sur 17 pays. 17 pays, c'est 17 points de vue sur l'activité, 17 points de vue sur nos clients, sur notre marché. Et donc, nous, on le voit comme une richesse. Cette richesse géographique, elle fait que vous êtes en capacité, lorsque vous arrivez à paralléliser les initiatives, à apprendre 17 fois plus vite. Et en une semaine, vous réalisez l'apprentissage de ce qu'une filiale seule aurait fait en 4 mois. Et donc, on essaie vraiment de donner les clés à chacune de nos filiales pour dire cette équation grand groupe, et je vous rejoins totalement, grand groupe et filiale de plus petite taille, cette équation est toujours difficile parce que si on a tout le process du grand groupe, mais on n'arrive pas à bénéficier du capacitaire du grand groupe, finalement, on perd toute notre dynamique de croissance et d'innovation. Et donc, on libère les énergies, on accepte l'innovation dans toutes ses composantes, y compris sur le côté erreur. Ça, j'allais le dire, il y a un mot que j'ai pas entendu, c'est le mot risque quand même. Mais c'est peut-être l'erreur à éviter, ouais. C'est de complètement masquer le côté erreur. L'erreur, elle fait partie du processus d'innovation. Et donc, il faut dédramatiser tout ce qui est attrait à l'erreur, parce que moi, avec mes propres équipes, je dis toujours, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Donc, tentons. Mais tentons rapidement. Le tempo, encore une fois, c'est hyper important. On ne reste pas bloqué sur une erreur. Donc, sur nos filiales, on a le droit à l'erreur et on valorise encore et toujours toutes les formes d'innovation, petites comme grandes. Toutes les innovations ne sont pas des innovations de rupture. Elles ne sont pas inintéressantes non plus. Et donc, à défaut de faire une sorte de gouvernance ad hoc où on va parler que d'innovation, on essaie de rentrer ça, et je pense que c'est un point clé pour la culture, dans notre processus classique. Donc, quand on va se réunir tous les mois pour parler de l'e-commerce, on a 20-30 minutes dédiées à nos filiales pour qu'elles partagent leurs initiatives. Et ça a deux bénéfices. Déjà, on donne la parole à leurs pairs, et donc ça crée beaucoup d'émulation. Et puis, on valorise, on félicite de manière un peu collégiale toutes ces initiatives qui, parfois, ont porté leurs fruits, parfois non. Mais quand elles n'ont pas porté leurs fruits, on est quand même content, parce qu'on a évité que 17 autres filiales fassent la même erreur. Alors, sur ce mot du risque que je n'avais pas entendu jusque-là, Patrick, culture d'innovation égale culture du risque? Évidemment, il faut se planter pour y arriver. Donc, moi, je sais pas, on a dû créer 6-7 boîtes. Moi, j'avais créé une première où j'avais rendu mes parts à Vivendi. Les 18 premiers mois, on a fait 0 € de chiffre d'affaires dans cette boîte-là au début. C'était un cauchemar le plus total. Mais on a tellement appris, et c'est là où l'intérêt de faire appel aussi à des serial entrepreneurs. Comme on s'est déjà brûlé les doigts, on en fait un peu moins que la moyenne en général. Premier point. Deuxième point, on fonctionne beaucoup par réseau. Voilà, là, on va se lancer dans un nouveau sujet là, actuellement. On allait voir 10 copains entrepreneurs, 10 copains dans des fonds, disant ce sujet-là, comment on le prend, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Et on a appris déjà de leurs erreurs aussi. Et inévitablement, je pense moi, je suis archi convaincu, je pense qu'on a le même ADN tous les trois, que ces grands groupes ont de l'or dans les mains. Bien évidemment, ils doivent prendre des décisions en dérisquant tout. Mais on sait très bien qu'il va y avoir de la casse. Dans du M&A, dans de la création interne, dans d'autres choses, il faut accepter cette part de risque, sinon on est immobile. Donc l'erreur fait partie de l'aventure et du chemin. Mais il y a des moyens de la minimiser un peu, voilà, en s'entourant, en faisant appel à des gens qui ont déjà fait. Et puis surtout en se dotant de cette capacité de vite ajuster. Tous les BP des boîtes sont faux, même c'est très bien d'en faire une version 18, mais ça permet de se poser les bonnes questions et surtout de se doter de la capacité d'avoir un organe de gouvernance pour vite ajuster le tir. Si on part du principe que le BP rentre dans le dur et que c'est immuable et que tout décrochage de 2% est une catastrophe, oui, c'est sûr qu'on n'a pas les conditions de succès, quoi. Frédéric, sur cette question du risque? Je parle d'inconnus, moi. J'aime bien parler d'inconnus. Et qu'effectivement, les inconnus et les incertitudes, mais vraiment sur les sujets d'innovation, donc vraiment à fort degré de nouveauté, soient bien sur la table. À partir du moment où il y a l'espace de discussion pour que les inconnus et les incertitudes soient bien sur la table, alors, effectivement, on a le bon espace
pour agir, exécuter derrière, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se planter, ça veut pas dire, mais il y a le bon espace. Et donc, ça, c'est l'élément le plus important. Le BP, super exemple. J'ai des amis aux mines qui avaient créé des BP avec des courbes à probabiliser pour qu'on puisse dire, bon, en fait, on pense qu'on va faire 100 millions à plus ou moins 50 millions. Vous voyez. Mais à partir du moment où on a cette discussion-là, on a la bonne discussion. Parce que si on se dit, on pense qu'on va faire 100 millions et qu'on a un point en fait, sur la courbe, tout le monde, c'est ça qui est très intéressant dans ce moment-là, tout le monde sait que c'est faux et on va quand même prendre des décisions par rapport à ça. Donc, parlons plutôt effectivement d'inconnu, d'incertitude, on est tous clairs, on a envie d'aller là et on sait le niveau d'inconnu qu'il y a en sous-jacent. Et on y va. Et après, effectivement, on peut mettre les mots qui vont bien, risque, etc. Mais pour moi, c'est ça les bonnes discussions, ouais. Complètement alignées. Merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion. Frédéric Arnoux, cofondateur et CEO de Steam, Patrick Amiel, entrepreneur, fondateur et CEO de 321 Funded, et Anna Fischer, directeur e-commerce de Manutan Group. On se retrouve bien sûr le mois prochain.